Est-ce que vous êtes déjà allé dans un laboratoire de recherche? Non, parce que c'est un peu mystérieux. On sait pas trop ce qu'ils font, on sait pas trop qui c'est. Du coup, on a pris notre caméra et on est allé dans un laboratoire pour interviewer une chercheuse. Et cette chercheuse, c'est Léa Laetitia Pontani. Elle travaille dans le laboratoire Jean Perrin. Et elle est très gentille. Voilà, du coup, on espère que ça vous plaira. Bisous. Bisous. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je m'appelle Léa Laetitia Pontani, nom d'usage Laetitia. Je travaille au laboratoire Jean Perrin, en particulier dans une thématique qui s'appelle mécanique des systèmes biologiques et... Merde. Ah, là, tu vois, des mécaniques des systèmes biologiques intégrés et artificiels. Avec Alexis Prévost et Elie Vandersman, on est une thématique à 3 têtes. On travaille sur des questions de biologie avec des outils synthétiques. Donc l'idée, c'est que les systèmes biologiques sont souvent très compliqués, donc les cellules ou à l'échelle supérieure les embryons, par exemple. Et donc pour simplifier la question, on fait des systèmes biomimétiques, donc complètement artificiels. Donc par exemple, moi je regarde les propriétés des tissus adhésifs et qu'est-ce que l'adhésion change aux propriétés mécaniques des tissus. Au lieu d'utiliser un vrai tissu et de faire des manips de méca dessus, je fais un tissu artificiel qui en fait est comme une mayonnaise un peu fancy, donc des gouttes d'huile qui collent entre elles. Et là-dessus, après, je fais des expériences. Ça me permet d'isoler le problème. Donc je peux avoir que l'adhésion dans mon problème et moduler un paramètre indépendamment de tout le reste, ce qui est mission impossible dans le vivant. Parce que du coup, là, quand tu parles de ta mayonnaise, c'est un peu une représentation de plusieurs cellules qui collent entre elles. Ouais. L'adhésion dont tu parles, c'est l'adhésion entre des cellules. Exactement, ouais, c'est ça. Donc chaque goutte d'huile représente une cellule dans un tissu. Le pourquoi des comment. Là, c'est exactement ce dont je parlais avant, c'est une émulsion adhésive dans une puce microfluidique. Microfluidique, ça veut dire qu'on a un contenant qui est assez fin pour avoir une seule couche de gouttes qui sont toutes petites, qui font un tiers de l'épaisseur d'un cheveu, 30 microns à peu près. Et on pousse dessus et on regarde comment cette émulsion peut passer dans un rétrécissement, une constriction, en fonction de l'adhésion entre les gouttes. Là, l'adhésion, on la voit en fluorescence. C'est pour ça qu'on regarde avec de la microscopie de fluorescence ce genre d'expérience. Donc, ce qu'on voit sur l'écran, là, c'est ce qu'il y a... C'est ce qui se passe là-dedans, dans ici. la petite puce de microfluidique. On amène l'émulsion d'un côté, on pousse avec un contrôleur en pression et l'émulsion ressort pour aller dans une poubelle, dans cette manip de démonstration, on peut le dire. Alors là, c'est pas la manip du siècle, hein, pour être honnête. On a des petits trucs qui se baladent. Ça veut dire que là, on adhérait tellement qu'il y a des choses qui se sont arrachées. Mais c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Hein. C'est une manip in progress. C'est le sujet de thèse de Quentin Guigues qui est en thèse avec nous dans l'équipe. Donc, on espère continuer sur cette voie, avoir des manips de plus en plus propres et sur lesquelles on peut analyser les choses de façon de plus en plus quantitative. Mais c'est les premières réalisations de sa manip de thèse. Donc c'est un peu exceptionnel là ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, là c'est un petit peu une séquence émotion. Merci pour cette séquence émotion. De rien. Je cherche, je ne trouve pas. Donc on a vu là un montage expérimental. Est-ce que tu passes tout ton temps ici dans le laboratoire ou est-ce qu'il y a d'autres endroits dans lesquels tu travailles? Alors, à mon âge avancé, de 39 ans, malheureusement, je ne passe pas tout mon temps dans le laboratoire. C'est là que j'aime bien être aussi, mais je passe beaucoup de temps à mon bureau. Parce que quand on est en poste, on a beaucoup de responsabilités administratives aussi. On en fait toujours autant, mais un peu moins à la paillasse. Ouais. Parce qu'on doit demander de l'argent, parce qu'on doit faire des recrutements, parce qu'on doit répondre à des demandes administratives. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, enfin, que les gens ne voient pas et qu'on fait. Tu m'as dit que tu faisais quand même moins de recherches à la paillasse que d'autres personnes. Et qui sont ces autres personnes qui ne sont pas en poste du coup? Donc, toutes ces personnes qui font vivre la recherche, dans les faits, sont les doctorants, donc les étudiants en thèse, qui sont là
normalement pour un contrat de 3 ans dans lequel ils doivent réaliser leurs travaux de thèse et rédiger leur thèse. Les post-doctorants, donc des personnes qui sont déjà docteurs, qui ont déjà le diplôme et qui n'ont pas encore de poste. C'est un statut c'est un contrat, un CDD de recherche en fait. Et puis on a aussi beaucoup de stagiaires qui sont là, des stagiaires de master, 1, 2, de licence. Donc il y a une diversité des statuts dans le laboratoire qui est très grande. En fait, sans les étudiants en thèse et sans les post-doctorants, on n'est pas grand-chose. Oui, ça fait réfléchir quand même. Sur votre gauche, vous avez Jean Perrin, qui a donné son nom au laboratoire. Et donc notre bureau. Je dis notre parce qu'on est 3 dans ce bureau. Enfin, on est 3. On n'est plus 3 à 19h. Elie Vandersman, mon bureau. Et ici, Clément Nizac. Et voilà. les fameux cadeaux de thésard. Voilà, les cadeaux de stagiaires. De stagiaires. Donc l'hôtel des cadeaux de stagiaires ici. Et le fameux tableau aussi. Ouais, bah alors c'est triste parce qu'on l'a nettoyé il n'y a pas très longtemps, mais il y avait plusieurs couches de projets superposés. Sur l'autre partie, on voit un petit peu qu'il y a différents niveaux en surimpression. C'est Oui, c'est vrai. au niveau archéologique là. Même dans le couloir, il y a des tableaux blancs. Ah oui. Parce qu'au cas où, si jamais on a une idée entre le bureau et la salle de pause. Et donc, notre cafétéria qui a un petit Roland des années 90 au niveau du design. Mais voilà, donc un des lieux de vie du laboratoire. Avec une autre version de Jean Perrin, mais en puzzle. Et oui, on voit un super puzzle. C'est pour se détendre, ça entre... C'est pour avoir une activité commune. Ah. Non, je sais pas. La raison d'exister. J'ai la tête pleine d'idées. Ça commence à bouillonner. Je fais de l'enseignement, ce qui n'est pas inhérent à mon poste de chargé de recherche, parce que je ne suis pas obligée d'en faire, mais j'en fais beaucoup. En ce moment, par exemple, c'est 2 demi-journées par semaine, ce qui est assez notable. Et en moyenne, je dirais que c'est une demi-journée par semaine, ce qui permet aussi de sortir de son cadre, de rencontrer des étudiants avec des questions qui nous surprennent, nous challenge, c'est très bien. Et puis ça fait sortir de même la fac. Moi, je les donne ailleurs, ces enseignements. Historiquement, c'était honnêtement pour avoir de l'argent. Non, parce que quand tu arrives au CNRS, c'était pas très bien rémunéré. Pour vivre à Paris, sans aide, c'est pas possible. Surtout si tu arrives à 2. Donc, pour moi, au début, c'était financier. Puis, quand tu commences, en fait, tu prends des responsabilités très vite. Donc, de vacataire, je suis passée à quasiment... je suis partie intégrante d'un des enseignements sur lesquels je suis. Et ben voilà, maintenant, je suis engagée dans ce truc, je suis impliquée, donc j'y reste. Et c'est un enseignement un peu particulier parce qu'on propose des projets un peu recherche à des étudiants, donc ça m'amuse. C'est l'endroit où je propose toutes les choses que j'aimerais faire. C'est quoi à peu près l'échelle de temps de ta recherche, depuis l'idée jusqu'à ce que tu puisses publier quelque chose? L'idée, la vraie idée, ou en fait la vraie idée, ça peut être un peu long parce qu'avant de trouver quelqu'un qui veut bien travailler avec toi sur cette idée, ou typiquement de trouver un financement, tu démarres pas forcément ton travail tout de suite. Ouais. Même si moi je peux faire des petits essais toute seule justement dans la salle de manip, ça va pas être le moment où ça commence vraiment. Donc pour moi ça commence vraiment quand il y a quelqu'un qui rejoint justement ce projet, donc un thésard, un postdoc. Et là en général, c'est dans ce domaine-là du biomimétisme, on reste dans de la physique quand même. C'est quand même souvent un peu moins long qu'une thèse, ce qui est cool parce qu'il faut que le projet soit justement
un peu contraint par ça aussi. Donc juste une thèse, c'est 3 ans, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas eu de catastrophe où le projet s'est avéré durer 8 ans, alors que... parce que 8 ans, on crame des étudiants en thèse qui sortent sans rien. Et oui, ça c'est... Donc c'est vraiment très domaine dépendant. Ouais. Par exemple, on a eu Jean Dalibard mardi qui faisait une présentation et qui nous expliquait que juste pour monter la manip, c'était minimum 2 ans. Donc on se rend bien compte que pour après avoir des résultats dans ce domaine de l'optique quantique ou de la mécanique quantique, une thèse classique, c'est fatalement pas suffisant. Mais moi, je stresse pas pour moi, pour les publications, mais vraiment pour les étudiants, on essaye collectivement de faire en sorte que des résultats sortent pour eux avant la fin de la thèse pour qu'ils puissent partir l'esprit un peu plus tranquille vers leur postdoc et justement profiter de cette deuxième étape de leur vie de chercheur. Qu'est-ce qui se passe pour un étudiant en thèse qui n'a pas de publication? C'est difficile parce que en fait, même si on soutient, on a quand tu dis soutenir sa thèse. Même si on soutient sa thèse et qu'on est de fait docteur, pour prouver, en fait, c'est la seule façon de mesurer un peu les réalisations d'une thèse autre que le manuscrit. Et par exemple, si on fait un postdoc à l'étranger, les gens ne vont pas aller lire le manuscrit de thèse de la personne. Ils peuvent très bien l'engager sur la base d'une présentation, de lettres de recommandation, tout ça, mais pour la suite de la carrière, c'est ça qu'on regarde quand même un peu. Qu'est-ce que cette personne a fait? Le réflexe, c'est d'aller voir les publications. Parce que c'est la seule chose qui soit disponible pour quelqu'un qui ne connaît pas cette personne. Est-ce que ton métier te plaît? Oui. Je ne sais pas si je dois développer, c'était un oui franc. Tu peux développer sur les parties qui te plaisent particulièrement, peut-être. Honnêtement, quasiment tout me plaît, puisque même j'y pensais ce matin. En ce moment, donc c'est la période de rédaction des demandes de financement, et je pense que ça peut être vu comme c'est la plaie de devoir demander ça, et j'éprouve en fait une certaine satisfaction aussi dans ce moment-là à réfléchir à des nouvelles idées, à des nouveaux projets. Donc même cette partie-là me plaît. Ce qui me plaît moins, c'est de voir ce que ça peut générer comme niveau de stress pour les plus jeunes. Parce que moi, c'est bon, j'ai mon poste, ça va. Mais voir l'angoisse que ça peut être pour certains doctorants ou certains postdocs, sachant que c'est assez peu directement entre nos mains, c'est assez difficile. Poste permanent, ça veut dire que je suis fonctionnaire. Donc a priori, mon poste est garanti. Et cette absence de précarité me permet d'être sereine à plein de niveaux. Bon, déjà financier évidemment, mais surtout ça donne une liberté énorme en tant que chercheur parce qu'on peut décider par exemple de changer un peu de thématique. Il n'y a personne qui va nous dire « Ah bah non, du coup t'es viré ». On peut partir sur n'importe quelle collaboration. Personne ne va nous dire avec qui travailler, sur quoi travailler. Et ça, je pense que c'est vraiment garanti par le statut qui est pérennisé dès le moment où on rentre dans le corps des chargés de recherche. Alors que par exemple aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle une tenure track, donc on a 5 ans pour faire ses preuves dans une université. L'université est l'employeur de cette personne. Et pendant ces 5 ans, il faut faire ses preuves avec plein de subtilités. Par exemple, à New York University, il faut montrer qu'on peut travailler seul. Donc, pas collaborer avec les gens du département. Ce qui est absurde. On peut collaborer avec des extérieurs, mais bon, pas trop. Il faut montrer plein de choses. Il faut publier énormément pendant un temps court. Donc, ça génère beaucoup de drames humains. Et je pense que c'est un peu absurde d'avoir 5 ans comme ça, alors que derrière, on est tenured, comme on dit. Donc là, on a son poste. Et là, c'est bon, on peut travailler avec son voisin de bureau. Donc...
Oui, c'est Donc vrai ça, que c'est- paraît un ça peu moi, je absurde. pense que la liberté de sujet et de collaboration, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Même, on a une liberté de mobilité au CNRS, c'est-à-dire que l'employeur, c'est le CNRS, on a notre matricule, on est rattaché à un laboratoire, mais on peut, enfin, avec des justifications, changer de laboratoire, ça ne changera rien à mon statut. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, moi. D'accord. Donc ça aussi, c'est incroyable comme liberté. Ouais. Parce que c'est vous qui choisissez vraiment sur quoi vous travaillez. Ouais. C'est pas quelqu'un qui vient dire de ce sujet-là, ce serait bien pour faire avancer la société. Alors C'est plus oui, vous. il y a des axes qui sont privilégiés par des outils de financement. Mais c'est là aussi où, si on veut que certains axes soient représentés, c'est un peu notre taf d'aller dans ces institutions et de dire, bon, bah, en fait, la cellule artificielle, c'est important, ça serait bien de financer cet axe-là. Ce que j'ai fait, par exemple, une fois, je suis allée, je ne savais pas trop ce que je faisais cette fois-là, mais on m'a envoyée à Bruxelles et j'ai compris que je faisais du lobbying. Donc j'étais au Parlement pour leur expliquer que la recherche sur la cellule artificielle, c'était vraiment un axe majeur et qu'il fallait mettre de l'argent sur la table à redistribuer aux chercheurs. Donc D'accord. ça fait aussi partie du métier. Ouais. Ok. Je me rendais pas compte de ça, moi. Moi non plus. Hein. T'es Pas arrivée toujours. là-bas. Ouais, c'est ça. J'ai un peu appris ça dans le train ce jour-là. J'aime bien. Très beau. Non, refaire, c'est vraiment Très bien réussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter dans la prépa d'abord, et puis l'école, et puis ensuite la recherche? Qu'est-ce qui s'est passé? Principalement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Donc la prépa, c'est un bon moment, enfin un bon moyen pour repousser cette échéance, de savoir ce qu'on veut faire. Puis j'ai choisi pour ça aussi une école très généraliste qui faisait physique, chimie, tout en fait. Donc pareil, je fais allez, on va pas décider tout de suite. Et après, la suite, ça a été déterminé que par des rencontres personnelles. C'est ma directrice de thèse, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment accroché en discussion et c'est un pote qui m'avait envoyé vers elle. Donc je me suis dit, j'y comprends rien, mais j'y vais. Mon encadrante de postdoc, c'est pareil. Je l'ai vue en fin de journée, j'étais en vacances à New York et on s'est très bien entendu. Elle m'a fait confiance alors que justement, j'avais pas d'article publié à cette époque-là. Et on s'est dit qu'on allait travailler ensemble et ça a été génial. Et 5 années merveilleuses à New York. Donc pour moi, ça s'est passé comme ça. Je pense que tout le monde a des parcours très différents. Mais moi, je n'étais pas très déterminée sur ce que je voulais faire et je ne connaissais pas du tout le monde de la recherche avant. Donc même l'école, je l'ai choisie pour son côté généraliste et parce qu'il y avait... elle était dirigée par deux jeunes qui étaient peut-être un des rares scientifiques dont je connaissais le nom. Donc je me suis dit, ah bah c'est classe, c'est un prix Nobel, ça va être sympa. Mais sinon, quand je suis rentrée en école, c'est un des trucs qu'ils disaient au téléphone sur la hotline, ah oui, on est une école de chercheurs et c'est ma mère qui avait appelé. Et on s'est dit, ah c'est sympa. Et voilà, donc c'est vraiment... encore une fois, ça dépendait de qui répondait au téléphone ce jour-là et des mots qu'ils allaient employer. Ouais. Et d'ailleurs, ils faisaient quoi exactement, tes parents? Ma mère était fonctionnaire au ministère de la Culture, chargée de la promotion du livre et de la lecture. Et mon père était architecte. Ok. Et ils étaient... Donc oui, tu nous as dit, ta mère était plutôt partante pour que tu fasses de la recherche. Oh bah non, ils voulaient que je sois danseuse, les deux, donc c'est C'est vrai raté. Danseuse. Ma rébellion, ça a été de faire des maths. Super. Donc, je manquais de grâce. Mais... Est-ce que tu dirais que les sciences ont changé ta vision du monde? Non. Je ne sais pas si c'est la réponse à laquelle on s'attend. Non, je ne pense pas.
peut-être les rencontres dans le monde de la science, mais c'est pas tant ma vision du monde que moi que ça change. Est-ce que tu penses que, en tant que scientifique, tu as plus de rigueur intellectuelle dans ton travail et dans ta vie perso? Il y a une réalité de mon travail de chercheuse qui est de me baser sur les faits, et pas seulement les faits, mais sur un groupe de faits, donc c'est-à-dire une réalité qui va être statistique et démontrée. Ça, c'est vrai que si on me dit quelque chose, j'ai envie de savoir le fameux N, combien de fois tu l'as vu ce truc, et dans combien de conditions différentes. Par contre, je ne sais pas si ça évite tous les biais. Je pense que même si on connaît la réalité statistique, les biais de raisonnement, on peut toujours les avoir. Mais là encore, pour moi, l'idée, c'est de toujours se raccrocher à la seule réalité qui, pour moi, existe, qui est l'expérience. Donc pas s'attendre à des choses. Mais là, je parle vraiment de ma recherche plutôt que de ma vie en dehors de la recherche. Mais j'essaye de ne pas m'attendre à quelque chose ou au contraire d'aimer être surprise par ce qu'on trouve dans la vie ou dans des manips. Je dis toujours à Quentin, notre étudiant en thèse, que c'est encore mieux si ça ne marche pas. Parce que ça veut dire que la théorie était fausse et on doit en faire une nouvelle. Et je pense que c'est un peu la même chose dans la vie. C'est mieux quand on est surpris, hein, sinon on s'ennuie. Voilà, je suis partie loin. Les solutions des équations. La plus Mon petit bonheur. Bon, tout se passe bien jusqu'ici. Tant qu'on me laisse faire des claps. Vrai ou faux sur les chercheurs et les chercheuses? Vous faites un travail solitaire. Faux, archi faux. Est-ce que tu peux Je développer? développe. Je pense qu'on n'est personne sans les autres et il faut toujours confronter nos idées aux autres, nos expériences. Et puis en plus, on n'a pas les mêmes savoir-faire, on n'a pas les mêmes compétences. Entre nous, par exemple, dans la thématique, on est très, très, très complémentaires. Donc les uns sans les autres, tout seul, c'est pas qu'on serait bon à rien, mais ça serait moins intéressant. On peut faire ce qu'on fait seulement parce qu'on est ensemble. Vous avez les cheveux ébouriffés et vous imaginez toutes sortes d'inventions. Pour les cheveux, c'est à toi de me le dire. Imaginer toutes sortes d'inventions, pas forcément. Par contre, on pense beaucoup à et si on faisait ça, on pense à nos manips, à des futurs projets. Mais c'est pas Géo trouve tout. Ça va pas servir à grand chose dans la vraie vie. Donc, vous êtes improductif. Quoi? Vous êtes improductif. Vrai ou faux? Mais non, c'est faux. Mais tu viens de faux, dire que ça allait servir. Ça Non, allait mais pas on servir à produit grand du chose. savoir. on produit quelque chose qui n'est pas palpable dans le temps immédiat, mais quelque chose qui va servir un jour, on ne sait pas à quoi. Quelque chose qui... Enfin, ouais, fournir du savoir et consolider le savoir qu'on a, le questionner aussi. C'est ça notre métier et c'est nécessaire et je pense dans tous les domaines et à tous les moments de l'histoire. Vous allez tous nous sauver? Quand? Alors, l'étoile est un peu lointaine peut-être pour certains chercheurs parce que par exemple, ma recherche de très loin, ça peut servir à comprendre, quand on comprend la mécanique des tissus, on peut comprendre les processus de la formation de tissus tels que l'embryon. Comment je passe d'une petite boule de cellules à quelque chose qui a une forme, une fonction. Donc on se dit là, l'application, elle est évidente. Sauf que ça, c'est peut-être mon étoile. Moi, j'en suis très loin et je mets ma petite brique dans un grand édifice et c'est déjà quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite. Vous êtes un peu folles et fous. Oui, mais comme tout le monde, hein, enfin, je pense. Juste ce qu'il faut. Il faut faire un clap de fin. Faut qu'on se dise au revoir. Est-ce que tu as envie de faire un clap de fin? Attends.
Attends. C'est bon, t'as encore... Et voilà, c'est fini. On espère que ça vous a plu. C'était notre épisode pilote. Ouais, on remercie le laboratoire Jean Perrin et Laetitia Pontani et puis ses étudiants de nous avoir fait confiance parce que on est des gros noobs. À bientôt. Bisous. C'est Quentin. Chut, un thésard en action. Vous avez échappé ou pas, hein, je sais pas, ils veulent faire des blagues, passer avec une blouse et de la fumée.